Alors, la communication interauriculaire, c'est une cardiopathie congénitale qui est fréquente, c'est 10% environ des cardiopathies congénitales de l'enfant, c'est la plus fréquente des cardiopathies congénitales de l'adulte, environ 30%. La prédominance féminine est connue, donc c'est une cardiopathie qui est relativement bénigne, mais lorsqu'elle n'est pas traitée, elle va exposer à une certaine morbidité et mortalité, avec conséquence de la surcharge ventriculaire droite, qui va aboutir à de l'insuffisance cardiaque droite, l'hypertension pulmonaire, artérielle pulmonaire avec élévation de résistance vasculaire pulmonaire, qui dans certains cas peut évoluer à l'extrême au syndrome d'Eisenmenger. Bien sûr, les embolies systémiques ou paradoxales, les arythmies, surtout supraventriculaires. Donc, on distingue quatre types anatomiques. Les CIA ostium secundum, de loin les plus fréquentes, environ 70% des communications interauriculaires. Donc, c'est ces communications qui sont vraiment compatibles avec la fermeture percutanée. Bien sûr, les communications interauriculaires ostium primum faisant part de cardiopathie plus complexes, notamment le canal atrioventriculaire partiel et complet. Les communications interventriculaires sinus venosus avec anomalie du retour veineux pulmonaire partiel et les exceptionnelles communications interauriculaires sinus coronaires, donc sont l'apanage de la chirurgie. Malgré que certaines tentatives de fermeture des communications interauriculaires sinus venosus par voie percutanée sont en train d'être réalisées, mais ça reste des cas qui sont isolés. Donc, fermeture percutanée, c'est les ostium secundum pour le moment. Donc, alors, la fermeture percutanée, ça fait environ une cinquantaine d'années qui a été décrite pour la première fois par Mills et King en 1974. C'était une fillette de 17 ans. Alors, les deux, le cardiopédiatre et le chirurgien, ils ont utilisé un accès fémoral veineux donc, de 23 franches, énorme donc, cathéter, avec un guidage uniquement en fluoroscopie. La prothèse, à l'époque, Umbrella, comprenait deux disques et une partie centrale, avec un temps procédural qui est relativement long de 90 minutes. Alors, depuis cette première tentative, il y a une évolution manifeste du dispositif, du matériel dédié à la posture percutanée des communications interauriculaires, avec du matériel plus souple, plus facile à délivrer, une capacité d'autocentrage des prothèses et des accès vasculaires qui sont de plus en plus minces, donc limitant les complications vasculaires, mais surtout aussi donc la possibilité donc de retrait de ces prothèses avant le largage. Alors les recommandations actuelles de la fermeture percutanée des communications interauriculaires sont bien codifiées. Donc l'indication indiscutable niveau classe 1B, c'est les communications interauriculaires avec un champ significatif, donc qui, euh, euh, avec une surcharge ventriculaire droite, mais indépendamment des symptômes du patient. Les communications interauriculaires avec une embolie paradoxale. Donc, les communications interauriculaires avec un champ significatif et hypertension pulmonaire, mais des résistances vasculaires pulmonaires qui sont très élevées, qui sont inférieures à deux tiers des résistances vasculaires systémiques ou des pressions pulmonaires inférieures à deux tiers des pressions artérielles systémiques, 2BC. Et bien sûr, le syndrome des Eisenmenger avec une inversion du shunt gauche-droit qui devient droit-gauche, c'est une contre-indication absolue à la fermeture. Alors, la fermeture percutanée, donc, elle constitue le traitement actuel de choix de toutes les communications interauriculaires ostium seconde. Alors, quelles sont les conditions à cette fermeture percutanée? Bien sûr, la communication interauriculaire, le type anatomique, c'est les ostium secundum. C'est des communications interauriculaires qui sont isolées, donc il n'y a pas de malformation cardiaque congénitale qui nécessite un traitement chirurgical associé. La taille doit être donc classiquement moins de 40 mm, même si donc certaines prothèses actuellement de 42 mm existent, mais la taille retenue actuellement c'est de 40 mm. Les, les CIA plus larges restent des formes très difficiles à fermer par voie percutanée. Le diamètre maximal de la communication interauriculaire, plus 14 mm. 14 mm, c'est la partie généralement du disque gauche de la prothèse
qui va être implanté, donc doit être inférieur à la hauteur totale du septum interauriculaire. Donc, condition aussi essentielle, c'est d'avoir des rebords qui sont suffisants sur laquelle la prothèse elle va donc s'insérer, s'attacher, donc de plus de 5 mm généralement, qui sont préconisés, sauf pour le rebord rétro-aortique, on va revoir ça, donc qui peut être absent et qui n'entrave pas la procédure de fermeture percutanée. Le septum doit être solide, c'est-à-dire les berges sont assez solides pour ancrer la prothèse. Généralement, donc, ces fermetures percutanées sont préconisées à un âge préscolaire, mais des tentatives de fermeture percutanée chez des enfants, chez des nourrissons de plus en plus jeunes sont actuellement préconisées, mais bon, la limite de poids, généralement, c'est 15 à 20 kg. Hein. On n'est pas autorisé normalement à fermer donc, des communications interauriculaires chez des nourrissons de faible poids en moins de 15 kg. Alors ça, c'est les indications, c'est les conditions classiques, sachant que les communications interauriculaires multiples, les communications interauriculaires très larges, de plus de 40 mm, et le septum interauriculaire qui est floppy ou mince ne constituent pas des contre-indications absolues, mais nécessitent une certaine expertise et expérience pour la fermeture. Alors, les prothèses actuellement disponibles, il y en a une large gamme, commençant par donc, le chef de file qui est l'emplaceur septal occlude, donc la plus ancienne, la plus étudiée des prothèses de fermeture de communication interauriculaire, l'Occlutech, la prothèse Occlutech, la Gore cardioforme et la prothèse donc LifeTech chinoise qui est actuellement utilisée dans notre centre. Bien sûr, pour aboutir à la dernière génération de prothèses, donc qui est totalement biodégradable, qui disparaît donc avec le temps. Alors, bien sûr, chacune des prothèses a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Il n'y a pas vraiment de prothèse qui est parfaite. On va décrire les deux principales prothèses utilisées. Donc, on commence par la prothèse en plaster, donc la plus étudiée, la plus utilisée de partout dans le monde. Elle est composée donc par un double disque de nitinol. Le nitinol, c'est un alliage de nickel et de titanium. Elle est à l'intérieur de cette prothèse, il y a un patch en dacron qui va permettre l'occlusion et la non-utilisation de la prothèse après l'implantation. Alors, cette prothèse, elle est douée d'une propriété d'autocentrage du défect par le disque central. Elle a une mémoire de forme, c'est-à-dire lorsqu'on va la déformer, il y a un retour spontané vers la forme initiale. C'est une prothèse qui permet un retrait et un repositionnement donc avant le largage. C'est la prothèse qui comporte le plus large gamme de taille, 27 tailles disponibles, de 4 à 40 mm, avec un incrément de 1 mm pour les prothèses de 4 à 20 mm et de 2 mm pour les prothèses de 2 à 40 mm. Alors, vous voyez, elle est composée de deux disques. Le disque gauche, il est il est de 12 mm pour les prothèses de moins de 10 mm, de 14 mm pour les prothèses de 11 à 32 mm et de 16 mm pour les prothèses plus larges, plus de 34 mm. Le disque droit, il est un peu plus petit que le disque gauche, plus 8 mm pour les prothèses de moins de 10 et plus 10 mm pour les prothèses de 11 à 38 mm. Alors, les systèmes de pose de l'Emplatzer sont généralement comportent des tailles qui sont en fonction, donc qui sont relativement minces, de 6 à 12 inches. Alors, la prothèse Occlutech, c'est une génération après donc l'Emplatzer septal occlude. Donc, elle est composée toujours de ce double disque en nitinol. Elle est revêtue d'un revêtement d'oxyde de titane qui lui confère cette coloration dorée. Alors, la caractéristique essentielle, c'est qu'elle est réputée d'être plus flexible par une diminution du contenu métallique, particulièrement au niveau du disque gauche
avec une disparition de la partie ici de serrage central qui existe sur l'emplazère, et qui est moins traumatisante pour les structures cardiaques. Alors, les tailles sont moins fréquentes que celles de l'emplazère, donc environ 20 tailles disponibles de 4 à 40 mm, avec des incréments de 1 à 5 mm et de 3 mm en fonction de la taille de la prothèse. On dit que cette prothèse occlutec, donc elle comporte un câble donc, qui est ancré à un angle d'environ 50 degrés par rapport à la prothèse et qui permet aussi un meilleur alignement avec le septum interauriculaire. Le système de largage, il est un peu différent de celui de l'emplazère. C'est une sorte de pince qui va être libérée donc à la fin de la procédure. Alors, on a dit que chaque prothèse a ses avantages, ses inconvénients. L'emplazère, bien sûr, c'est la plus ancienne utilisée, la plus largement essayée, la plus large gamme de taille. Donc, mais malheureusement, donc, vu le recul, donc, les principales complications ont été décrites avec cette prothèse, avec un risque donc d'allergie aussi initiale. Et voilà. On va décrire étape par étape la procédure de la fermeture percutánée en commençant par l'évaluation pré-procédurale avec la sélection des patients, la procédure donc, de fermeture percutanée, notamment le volet anesthésique, l'accès vasculaire, l'imagerie intraprocédurale, la sélection de la taille de la prothèse, la préparation de la prothèse, l'insertion, ensuite le largage, l'évaluation post-procédurale immédiate, le suivi et les complications inhérentes à cet acte. Alors, l'évaluation pré-procédurale commencera par une étape clinique. Elle va donc apprécier donc, le retentissement de cette communication interauriculaire. Donc, recherche l'absence de cyanose, témoin d'une inversion du shunt droite-gauche et dans ce cas, qui témoignera d'une élévation des pressions et des résistances pulmonaires. Il faut constituer probablement une contre-indication à la fermeture. Les signes cliniques du shunt gauche-droit significatif, notamment le dédoublement large et fixe de B2, le souffle éjectionnel systolique au foyer pulmonaire, le souffle d'insuffisance tricuspide, sachant que l'éclat de BD au foyer pulmonaire, surtout chez l'enfant, il ne constitue pas donc un bon critère de la présence ou de la sévérité d'une éventuelle hypertension artérielle pulmonaire. Alors, sur le plan électrocardiographique, donc les signes du shunt gauche-droit et de la surcharge volumétrique des cavités droites sont essentiellement donc, cette déviation axiale droite, le bloc de branche droit incomplet, l'hypertrophie auriculaire droite et ventriculaire droite. La radiographie du thorax va retrouver donc, les signes du shunt gauche-droit significatifs avec une cardiomyopathie dilatée, aux dépens surtout des cavités droites, une dilatation du tronc ici de l'artère pulmonaire, et bien sûr, une surcharge vasculaire pulmonaire témoin du shunt. Alors, l'étape très importante donc, et clé donc, de l'évaluation pré-procédurale, c'est l'examen échocardiographique qui va apporter la confirmation diagnostique de la communication interauriculaire ostium secondum. Donc, elle va permettre d'étudier la taille de la compatibilité donc, de la communication avec la fermeture percutanée, surtout en étudiant les rebords de la communication et la hauteur septale. Donc, cette échocardiographie va aussi permettre d'éliminer les malformations congénitales associées nécessitant une prise en charge chirurgicale, notamment en retour veineux pulmonaire systémique anormal, des communications interventriculaires larges, des fenêtres pulmonaires, des anomalies de valves pulmonaires. Alors, l'échocardiographie transthoracique est généralement suffisante chez les enfants qui ont généralement une bonne échogénicité. Les coupes standards sont de l'ordre de 3. La coupe sous-costale intercave pour l'étude des rebords inférieurs et supérieurs. La coupe apicale cavité pour l'étude des rebords auriculo-ventriculaires et postérieurs et pour la mesure de la hauteur septale.
La coupe passe par un petit axe pour l'étude du rebord rétro-aortique et postérieur. Donc, voici les rebords, les 5 rebords qui doivent être étudiés en échocardiographie et qui vont constituer des conditions essentielles pour la réussite de la fermeture percutanée. Donc, ici, le rebord rétro-aortique, et généralement, lorsqu'il n'est pas présent ou il est insatisfaisant, ne contre-indique pas en général une fermeture percutanée. Le rebord ici, cave inférieure, le rebord cave supérieure, le rebord postérieur et le rebord du côté de la valve auriculo-ventriculaire. Alors, les deux rebords essentiels pour la stabilité de la prothèse sont essentiellement le rebord cave inférieur et le rebord postérieur. Alors, on dit qu'il y a un rebord postérieur et inférieur qui sont insatisfaisants ou absents, donc contre-indique une fermeture percutanée parce que le risque d'embolisation est très important. Voici donc les coupes intercaves, donc par voie sous-costale, donc qui va permettre d'étudier le rebord cave supérieur ici, le rebord cave inférieur. Donc ici le shunt gauche-droit à travers la communication interauriculaire. La coupe apicale 4 cavités qui va étudier le rebord ici auriculo-ventriculaire et le rebord postérieur. L'échographie transœsophagienne trouve tout son intérêt, surtout chez les adultes et les adolescents qui ont généralement une mauvaise échogénicité où le septum interauriculaire est difficile à dégager. Alors, les coupes standards sont aussi de l'ordre de 3. La coupe à 0 degré au niveau de l'œsophage moyen, elle va permettre l'étude des rebords auriculo-ventriculaires et postérieurs et une mesure de la hauteur aussi septale. La coupe 40-50 degrés va permettre d'étudier les rebords rétro-aortiques et postérieurs, en essayant de faire des mouvements en avant et en arrière de la sonde pour permettre donc de dégager le diamètre le plus large de la communication interauriculaire pour le choix de la taille exacte de la prothèse à utiliser. La coupe à 90 degrés, donc elle va permettre d'étude des rebords inférieurs et postérieurs. Donc parfois la berge inférieure au niveau de cette coupe, elle n'est pas très visible. Dans ce cas, il est recommandé de faire une manœuvre de rétroflexion donc de la sonde d'échographie transœsophagienne pour permettre de dégager un peu mieux ce rebord. Donc voici ici la coupe à 0 degré au niveau de la partie moyenne de l'œsophage. Donc vous voyez ici, l'oreillette droite, l'oreillette du septum interauriculaire, le rebord du côté des valves auriculo-ventriculaires, le rebord postérieur. Ici, la coupe à 40 degrés avec le rebord rétro-aortique et le rebord postérieur. Et ici, la coupe intercave avec le rebord cave supérieur et le rebord cave inférieur. Alors, l'évaluation pré-procédurale, donc, elle comportera aussi une biologie standard avec une énumération formule sanguine complète, un bilan d'hémostat, CPNR, une fonction rénale, des sérologies d'hépatite virale et de l'HIV. Donc, le consentement donc, comprendra donc, des informations sur le déroulement, les risques et les complications de la procédure, notamment les complications liées à l'éventuelle anesthésie générale, les complications vasculaires, les risques de thrombose, d'embolisation et d'accident vasculaire cérébral, les troubles du rythme, les blocs auriculo-ventriculaires, le risque tardif de perforation cardiaque, les embolisations et le risque d'œdème pulmonaire d'insuffisance cardiaque gauche, surtout chez les adultes. Donc, un groupe sanguin et un cross-match sera réalisé et l'aspirine, généralement un traitement à guérison plaquettaire à base d'aspirine 5 mg kg jour est donné donc 4 jours avant la procédure. La procédure en elle-même, elle se fera donc soit sous anesthésie locale au niveau du site de ponction avec une petite sédation, lorsqu'on va préconiser une utilisation de l'échographie intracardiaque ou bien de l'échographie transthoracique seulement, généralement dans les communications interauriculaires centrales avec des berges suffisantes, pas très larges, où les chances de succès donc, sont importantes. Donc, un guidage échographie transthoracique peut suffire.
Sinon, dans les autres cas, une anesthésie générale, surtout lorsqu'on préconise l'utilisation comme méthode de sizing et de monitorage de la procédure, l'échographie transœsophagienne, et surtout chez les enfants de faible poids, quelle que soit la méthode d'imagerie. Alors, l'accès vasculaire, dans la majorité des cas, donc un seul accès vasculaire veineux fémoral est préconisé, hein. Généralement dans les CIA petites ou modérées, avec des rebords suffisants. On n'a pas besoin d'autres accès vasculaires. Alors, un deuxième accès vasculaire sera réalisé lorsqu'on préconise l'utilisation de l'échographie intracrânienne, lorsqu'on va préconiser donc de faire un test d'occlusion de la communication interauriculaire avec un monitorage des pressions pulmonaires. Et surtout les communications interauriculaires très larges avec hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on va étudier le comportement à la fermeture temporaire de la communication interauriculaire par un ballon de calibrage. Alors, parfois, dans certaines communications interauriculaires très larges et complexes, donc on a besoin de techniques modifiées par rapport à la procédure standard et qui nécessitent l'utilisation d'un ballon de calibrage. Dans ce cas, on aura besoin d'un deuxième accès veineux. Alors, l'accès artériel n'est pas préconisé, sauf dans quelques situations, notamment lorsqu'on on veut étudier l'hémodynamique de la communication interauriculaire avec la mesure des saturations pour déterminer le rapport de Shunt. Lorsqu'on préconise la réalisation d'une angiographie coronaire pour éliminer une coronaropathie associée notamment chez les adultes. Alors, donc, dans certains cas particuliers, des communications interauriculaires de l'adulte avec un septum interventriculaire paradoxal et un petit ventricule gauche, ou des troubles de la fonction diastolique donc, peuvent exister. Donc, et là, on utilise dans ce cas, lorsqu'on ferme la communication interauriculaire, donc qui constitue une soupape au ventricule gauche, donc on risque de provoquer donc, une poussée d'insuffisance cardiaque et de l'œdème pulmonaire. Dans ce cas, on fait un test d'occlusion temporaire de la communication interauriculaire et voir le comportement des pressions, que ce soit pulmonaire et des pressions gauche. Alors, même chose, on peut évaluer aussi l'hémodynamique durant l'occlusion temporaire chez les patients avec une communication interauriculaire et hypertension artérielle pulmonaire. Donc, la majorité des cas, un seul accès veineux suffit. Parfois, dans certains cas, un deuxième accès veineux, parfois artériel pour certains tests. Alors, la procédure elle-même, elle va commencer après la ponction veineuse, donc à donner de l'héparine à la dose de 100 unités kilo. 100 unités kilo, donc généralement un flash antibiotique est donné. Ensuite, on recueillera la tension artérielle, que ce soit invasive ou non invasive de base, et une saturation artérielle. Alors, la procédure donc, se déroulera sous contrôle de trois principaux outils d'imagerie. L'échographie transthoracique, on a dit qu'elle sera préconisée dans les communications interauriculaires qui sont petites ou modérées, avec des berges qui sont suffisantes où les risques de succès donc, sont très élevés. Donc, elle est simple, elle est disponible, elle est peu coûteuse, elle ne nécessite pas d'anesthésie générale. Il n'y a pas de morbidité comme l'échographie transœsophagienne, mais les images elles sont suboptimales chez l'adulte et surtout après le déploiement de la prothèse. Alors, dans la majorité des cas, ce qu'on utilise dans notre centre, c'est l'échographie transœsophagienne qui donne des images de haute résolution. Elle est relativement peu coûteuse et ne nécessite pas d'apprentissage très lent. L'inconvénient essentiel, c'est la nécessité de l'anesthésie générale, l'inconfort thoracique et le risque de lésion œsophagienne. L'échographie intracardiaque, on ne dispose pas dans notre centre. Ça va permettre des images de très haute résolution, ne nécessite pas d'anesthésie générale. Le principal avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'un deuxième opérateur. Vous pouvez en même temps effectuer la procédure de fermeture et l'imagerie en même temps.
Donc, elle est coûteuse, elle nécessite une courbe d'apprentissage assez longue. Donc, elle n'est pas disponible en Tunisie à ma connaissance. Et le risque aussi de complications vasculaires et cardiaques. Alors, l'échographie 3D, donc, c'est un outil qui est très performant, qui permet donc une meilleure orientation spatiale, n'est pas obligatoire dans les communications, toutes les communications interauriculaires. Elle est par contre très utile, même indispensable dans une forme particulière des communications interauriculaires ostium secondum, qu'on appelle les CIA fenestrés avec de multiples défects du septum secondum. Donc, elle va préciser le siège, le taille et le nombre exact des défects. Elle va permettre donc de préciser le trajet du cathéter à travers la communication, des gaines de largage et des différentes prothèses. Alors, la procédure elle-même comporte une étape très importante qui est le sizing, la détermination de la taille exacte de la communication interauriculaire. Et dans ce cas, on a deux principales méthodes. Une mesure directe de la taille de la communication interauriculaire, que ce soit en échographie transthoracique, en échographie transœsophagienne ou par l'intermédiaire de l'échographie intracardiaque. Et dans ce cas, c'est le diamètre le plus large de la communication interauriculaire qui est pris en compte. Sinon, la deuxième méthode, c'est d'utiliser un ballon de calibrage donc, qui va permettre donc de préciser la taille de la communication interauriculaire. Moyennant ce ballon de calibrage, deux méthodes peuvent être utilisées. Alors, la technique du stop-flow, c'est quoi? C'est de gonfler à travers le défect, la communication interauriculaire, un ballon de calibration, donc c'est une sorte de ballon quand même rempli par du produit de contraste. Et ensuite, on va monitorer donc en échographie, donc que ce soit transthoracique, transœsophagienne ou intracardiaque, la disparition du shunt. À ce moment-là, lorsqu'on a une disparition du shunt au Doppler couleur, on va mesurer la taille du ballon en écho. Sinon, la deuxième mesure, c'est plus simple, c'est la technique du ACE, donc en guidage fluoroscopique. C'est-à-dire qu'on va inflater le ballon à travers la communication interauriculaire. Ensuite, on va déterminer ici, donc, lorsqu'apparaît le waste, on va mesurer directement ce waste en fluoroscopie. Alors, une fois qu'on a calibré la communication interauriculaire, reste le choix de la taille de la prothèse qu'on va utiliser. Dans ce cas, deux méthodes. Si on a utilisé la mesure directe en échographie, donc on va majorer le diamètre trouvé, le diamètre maximal de la communication interauriculaire trouvé de 25%. Et dans ce cas, on trouvera la taille de la prothèse adaptée. Sinon, si on a utilisé le ballon de calibration, on ajoute donc 0 à 2 mm en fonction des cas et ça nous donne la taille de la prothèse appropriée. Alors, une fois qu'on a déterminé la taille de la prothèse, on va choisir donc en fonction de cette taille, donc la taille en pinche du système de pose qu'on va utiliser. Alors, j'ai mis ici la table des différents systèmes de pose de la prothèse donc en Platzer. Elle va de 4 à 40 mm, donc les systèmes de pose, ils vont de 6 franges à 14 franges. Généralement, pour avoir plus de facilité pour le passage du matériel, on utilise généralement donc des systèmes de pose de plus 1 flanche par rapport à la taille recommandée. C'est ce qui est utilisé dans notre centre. Alors, le système de pose de la prothèse en Platzer, donc je vais décrire la procédure de fermeture, le système de pose surtout de l'Emplatzer. Il comporte 5 principaux éléments. Donc ici, A, l'introducteur par lequel va être enfilée la prothèse. Ici, en C, en B, une valve hémostatique donc, qui permet la purge du système. Ici, C, c'est la gaine par laquelle on va introduire la prothèse. D, c'est un dilatateur qui va permettre donc d'introduire la gaine
à travers les plans sous-cutanés et la veine fémorale. Et ici, donc, le câble de largage qui comporte ici une structure en plastique qui va permettre donc de dévisser la prothèse qui va être introduit dans l'introducteur. Alors, on va s'expliquer par une vidéo qui va permettre de mieux comprendre ces différents éléments. Alors, la première étape commence par une purge par de l'eau et de l'héparine, de l'eau mélangée avec l'héparine de tout le système. Ici, c'est l'introduction, c'est le dilatateur. Ici, la gaine. Le dilatateur est introduit à l'intérieur de la gaine. Ensuite, on a ici donc l'introducteur ou le loader, donc par lequel on va introduire la prothèse. Ici, la valve hémostatique. Donc, tout le système va être purgé par des sérums physiologiques. Ensuite, le câble de largage est introduit à l'intérieur. Donc, ensuite, l'introducteur est connecté à la valve hémostatique. Le câble de largage est introduit à l'intérieur de l'introducteur. Voilà. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de préparer la prothèse. Une fois qu'on a choisi la taille, on va la désemballer. Donc, on va la mettre dans un bol de sérum physiologique et de l'héparine qui va permettre donc de chasser donc les bulles gazeuses qui peuvent exister au niveau du pacheton d'acran à l'intérieur de la prothèse pour éviter éventuellement les embolies gazeuses. Une fois purgée, la prothèse elle va être insérée ici au bout du câble, être vissée au niveau du câble. Voilà, la prothèse elle est vissée ici au niveau du câble. Une fois la prothèse vissée, donc, elle va être retirée à l'intérieur ici de l'introducteur. Le disque gauche, ensuite le disque droit, et toute la prothèse existe aussi ici au niveau de l'introducteur. Alors, une fois cette étape terminée, donc, on va purger de nouveau donc, le système pour chasser les bulles gazeuses qui ont été introduites. Voilà, ici, donc, notre matériel est prêt à l'emploi. Donc, la procédure donc, de fermeture, elle va commencer. Alors, généralement, la première étape consiste à utiliser un cathéter Judkins, sonde coronaire Judkins droite, alors qui va aller de la veine fémorale, donc l'oreillette droite, ensuite l'oreillette gauche. Alors, une étape initiale l'étape initiale peut consister donc en fait en une procédure de test du rebord postérieur, c'est-à-dire qu'on va vers la veine cave supérieure et on va tester le rebord postérieur qui est une condition essentielle donc, pour la stabilité de la prothèse. Ici, c'est le test du rebord postérieur de la communication antéroculaire. Ici, il y a un rebord postérieur qui est satisfaisant. Regardez le ressaut. Alors, ensuite, ce cathéter Judkins right va être introduit donc, à travers la communication interauriculaire vers une veine pulmonaire, généralement la veine pulmonaire supérieure gauche. Une fois le cathéter est introduit dans la veine pulmonaire supérieure gauche, donc un guide généralement rigide, on les appelle un guide superstif de Boston, il va être introduit à travers le cathéter vers la veine pulmonaire. Le cathéter, ensuite, il est retiré et le guide est laissé en place au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche. Alors, une fois donc, le système de pose avec la gaine à l'intérieur de laquelle le dilatateur est remonté à travers ce guide jusqu'à la veine pulmonaire. Ici, donc, c'est la gaine.
avec l'introducteur à l'intérieur de la gaine et qui est monté sur le guide jusqu'à la veine pulmonaire. Ici, le contrôle échographie transœsophagienne qui montre qu'on est à travers la communication interauriculaire et on est au niveau de l'origine de la veine pulmonaire supérieure gauche. Alors ensuite, regardez cette manœuvre. Donc, on va retirer l'introducteur et on va pousser la gaine contre le guide jusqu'à l'origine de la veine pulmonaire supérieure gauche. L'introducteur est retiré et la gaine est avancée. Donc, ensuite, regardez, ça, c'est uniquement la gaine au niveau de l'oreillette gauche. Contrôle le tuyau avec la gaine à travers le septum interauriculaire. Ensuite, à cette étape, on va retirer la totalité de l'introducteur et du guide. Alors, à ce moment-là, le risque d'embolisation gazeuse est le plus important. Généralement, les patients ils sont ventilés, ils sont anesthésiés, ils sont sous pression expiratoire positive qui permet d'éviter donc le reflux de gaz, d'air à travers la gaine. Pour les patients qui ne sont pas intubés, généralement, on recommande donc d'abaisser donc cette gaine en dessous du niveau du cœur pour éviter donc l'embolie gazeuse. Alors, une fois l'introducteur, le guide retiré, le sang il coule, on va visser ici l'introducteur. L'introducteur à l'intérieur duquel existe la prothèse. La prothèse qui est reliée à ce câble de largage. Donc, retrait de l'introducteur et du guide, vissage de l'introducteur, alors ensuite, on va remonter donc la prothèse jusqu'à l'extrémité de la gaine. La première étape consiste à larguer, à ouvrir le disque gauche de la prothèse. Contrôle l'échographie transœsophagienne qui montre qu'on est à travers la cilia et le disque gauche est bien ouvert à l'intérieur de la gauche. L'étape suivante consiste à aligner ce disque gauche avec le septum interauriculaire. Donc, on va faire une manœuvre, on va retirer donc le disque gauche pour l'appliquer directement sur le septum interauriculaire. Une fois le disque gauche est appliqué sur le septum interauriculaire, on va libérer la partie centrale et le disque droit de la prothèse. Partie centrale et disque droit. Contrôle échographie transœsophagienne qui montre ici donc l'ouverture du disque droit. Alors, l'échographie avant le largage de la prothèse donc, doit vérifier que les deux disques ils sandwichent le septum, ils sont bien impactés de part et d'autre du septum. Elle doit vérifier l'absence de chantes périprothétiques, sachant que les chantes intraprothétiques à l'intérieur de la prothèse ils sont physiologiques et généralement ils vont disparaître obligatoirement après l'endutilisation de la prothèse. Donc, la troisième condition essentielle avant le largage, c'est l'absence d'obstruction des valves auriculoventriculaires, des veines caves et des veines pulmonaires. Et bien sûr, l'absence de thrombose sur la prothèse. Ici, il y a un contrôle échographie transœsophagienne avant le largage de la prothèse, que ce soit en coupe 0 degré, en coupe 90 degrés, en coupe 45 degrés, qui montre une prothèse bien impactée de part et d'autre du septum avec le disque gauche et le disque droit, un petit champ périprothétique, intraprothétique, mais c'est pas grave, il va disparaître au cours du suivi. Alors, il y avait une certaine manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Minnesota qu'on utilisait auparavant, c'est avant l'étape ultime avant le largage de la prothèse, c'est d'essayer encore une fois de tester la stabilité de la prothèse en faisant des manœuvres de tir sur la prothèse. Ça permet de confirmer donc la bonne stabilité de la prothèse. Actuellement, on n'utilise plus cette méthode parce qu'il y a un risque
Chirure Alors, l'étape ultime consiste à larguer la prothèse, généralement en oblique antérieure gauche, qui permet de voir le septum interauriculaire. Donc, le largage se fera par l'extrémité, l'autre extrémité donc, du câble en dévissant dans le sens anti-horaire. Ici, la prothèse a été dévissée. Ici, le résultat final avec la prothèse en place. Alors, bien sûr, ça, c'est dans les cas simples, dans les communications avec des rebords qui sont satisfaisants, avec une taille qui n'est pas très importante, pas d'ici très large. Donc, malheureusement, c'est pas le cas dans chez tous les patients. Donc, quand est-ce que la procédure standard peut échouer? Bien sûr, dans les communications interauriculaires très larges de l'enfant avec une petite oreillette gauche, les communications interauriculaires très larges au-delà de 40 mm, lorsque les rebords du septum interauriculaire sont minces ou floppy, lorsque les rebords sont limites, surtout le rebord postérieur et le rebord inférieur, lorsque les rebords du septum sont mal alignés, lorsqu'il y a des malpositions cardiaques ou lorsqu'il y a des déformations rachidiennes. Alors, sous ces critères, il expose, donc il complique la procédure de fermeture. Alors, les principaux problèmes qu'on peut donc rencontrer, c'est premièrement, c'est l'impossibilité de larguer le disque gauche dans l'oreillette gauche. Ça se voit dans les communications interauriculaires très larges avec des prothèses larges chez des enfants avec une petite oreillette gauche. Le deuxième problème, principal problème, c'est l'impossibilité d'aligner la prothèse avec le septum interauriculaire. Alors, dans ce cas, on aura recours à des techniques modifiées de pose ou de fermeture percutanée. Voici un exemple donc d'impossibilité de larguer le disque gauche, d'ouvrir le disque gauche dans l'oreillette gauche. Ici, une communication interauriculaire très large chez un enfant, donc avec une très grosse oreillette droite, une petite oreillette gauche. Regardez ici le disque gauche qui est ouvert, mais qui reste en partie au niveau de l'oreillette droite. C'est-à-dire que l'oreillette gauche, elle est très petite pour accepter une taille très importante de prothèse. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des groupes de techniques modifiées, surtout cette technique d'engagement et de désengagement du disque gauche, qui consiste en l'engagement du disque gauche dans la veine supérieure gauche jusqu'au largage de la partie centrale et du disque droit suivi par le désengagement du disque gauche spontanément au moyen des manœuvres. Donc, on va s'expliquer. C'est-à-dire qu'on va engager donc, le disque gauche de la prothèse au niveau d'une structure, notamment la veine pulmonaire supérieure gauche, mais avant d'ouvrir complètement le disque gauche, on va simultanément ouvrir la partie centrale et le disque droit, et ensuite on va larguer la prothèse. D'accord? Alors ici, donc, les procédures d'engagement et désengagement au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche, mais qui est suivi par un désengagement ici, qui n'est pas spontané, mais qui est provoqué par une poussée contre la prothèse pour permettre la libération du disque gauche enclavé dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Ici, la même manœuvre, mais moyennant donc la veine pulmonaire supérieure droite, engagement, ensuite désengagement. Ici, l'engagement est au niveau de l'auricule gauche, donc ensuite désengagement en tirant sur la prothèse. Alors, le deuxième principal problème qu'on a vu, c'est l'impossibilité donc d'aligner la prothèse avec le septum interauriculaire, c'est-à-dire lorsqu'on a ouvert le disque gauche au niveau de l'oreille gauche, donc il y a une impossibilité de s'aligner avec le septum interauriculaire. Dans ce cas, on a recours à trois groupes de techniques, soit une modification de la méthode de largage de la prothèse,
soit une modification de la gaine de largage, soit une utilisation d'un autre support. Voici donc une modification de la méthode de largage, donc en allant pas dans la veine supérieure du côté de la veine pulmonaire supérieure gauche, mais en ouvrant près de la veine pulmonaire supérieure droite. Ça permet un meilleur alignement, parfois avec le septum interauriculaire. Alors, on peut donc recourir à des techniques donc modifiées donc pour permettre donc d'aligner le disque gauche avec le septum interauriculaire, notamment avec la technique de Wahab qui consiste à, après avoir ouvert le disque gauche, à introduire une gaine ici qui va permettre de maintenir le disque gauche en place et d'éviter qu'il prolabe dans l'oreillette droite. Ça, c'est une autre technique qui est la technique assistée par ballon qui permet aussi d'éviter que le disque gauche il prolabe dans l'oreillette droite et qui s'aligne avec le septum interauriculaire. Dans ce cas, ça consiste à introduire la gaine de pause au niveau de la veine pulmonaire supérieure droite. Ensuite, de gonfler un ballon de calibration au niveau de l'oreillette droite et en poussant sur le septum interauriculaire pour l'occlure, de larguer le disque gauche, ensuite la partie centrale, ensuite le disque droit. Alors, une fois le disque gauche, la partie centrale et le disque droit ont été largués, donc le ballon de calibration est déflaté. Ensuite, donc le guide de la veine pulmonaire est retiré. Le guide de la ballon sont retirés et la prothèse est larguée. Une autre méthode, donc, qui est la technique modifiée de Camachiol, la technique d'assistance par le ballon, mais qui est modifiée. Dans ce cas, le ballon est inflaté plutôt à l'intérieur de la communication interauriculaire. C'est la même technique que celle du ballon classique, mais le ballon ici, il est inflaté à travers le septum interauriculaire. Le disque gauche est ouvert. Ensuite, la partie centrale est le disque droit. Ensuite, retrait du ballon et largage de la prothèse. Alors, après la procédure, généralement, ces patients sont généralement extubés sur table. On va préconiser un monitorage des signes vitaux en salle de réveil pendant environ 6 heures. Un électrocardiogramme doit être réalisé après le transfert en chambre normale. L'antibiothérapie est continuée pendant la même journée, encore 2 doses généralement. Et on préconise généralement de faire un électrocardiogramme, une échographie transthoracique AG2 juste avant la sortie. Alors, les complications, certes, elles sont rares, mais parfois elles sont graves. Donc, elles vont des embolies gazeuses, des complications thromboemboliques, des complications infectieuses avec d'exceptionnels cas d'infection de prothèses tardives, des allergies au nickel, notamment avec la prothèse d'Emplatzer, les embolisations de la prothèse, la déformation du disque gauche, les troubles du rythme, le risque de bloc auriculo-ventriculaire et le principal risque, complication rare mais parfois fatale, qui est le risque de perforation ou d'érosion cardiaque. Alors, on va commencer par la déformation du disque gauche, complication aussi rare. Elle consiste donc à ce disque gauche qui va garder un haut profil qui va se déformer en forme de tête de cobra. Donc, elle va survenir lorsque le disque gauche est ouvert dans une structure, notamment une veine pulmonaire ou un auricule gauche, ou bien c'est un défaut de la fabrication de la prothèse. Dans ce cas, ce qui est préconisé, c'est de recapturer la prothèse et de la retirer. Elle peut être réutilisée si elle prend une forme normale in vitro, c'est-à-dire après l'avoir retirée. Sinon, il faut utiliser une autre prothèse si le défaut persiste après retrait.
Alors, les troubles du rythme, sachez que les extrasystoles auriculaires sont très fréquentes, donc environ 63% immédiatement après le largage de la prothèse. 23% des patients peuvent présenter des tachycardies supraventriculaires non soutenues et 7% peuvent voir leur conduction auriculoventriculaire se modifier. Les blocs auriculoventriculaires, donc SUDAIO, il reporte une incidence de 6,3% de blocs auriculoventriculaires, de nouveau, ou aggravation de blocs préexistants. 30% ils surviennent au moment de la procédure, le reste généralement persiste 7 jours après la procédure. Alors, dans la majorité des cas, presque 100%, donc la résolution elle est spontanée, il n'y a pas de risque de récurrence à moyen et à long terme. Principale autre conscience, c'est l'embolisation de la prothèse, complication aussi rare lorsque les critères, les conditions de fermeture sont réunis. Donc, ça s'observe généralement dans les communications interauriculaires larges avec des rebords insuffisants, surtout, comme on l'a dit, donc le rebord postéro-inférieur. La prothèse, elle peut emboliser à gauche ou à droite du septum interauriculaire. Généralement, il n'y a pas de retentissement hémodynamique chez ces patients. La majorité de ces prothèses peuvent actuellement être récupérées par voie percutanée, moyennant un lasso. Donc, voici une embolisation immédiate de la prothèse après largage au niveau du ventricule droit. Donc, cette prothèse peut être rapidement retirée moyennant un système de lasso. Donc, il va l'introduire à l'intérieur d'une gaine, ensuite retirer tout le système à travers la peau. Donc, voici la procédure donc, de recapture de la prothèse. Voilà, les retirer au niveau de la gaine par le lasso, le disque droit, ensuite ensuite le disque gauche et tout le système va être retiré. Voilà. Alors, la complication la plus préoccupante étant le risque tardif, certes rare, 0,1%, mais grave, parfois mortel, d'érosion ou de perforation cardiaque. Donc, généralement, cette érosion ou cette perforation elle siège au niveau des toits des oreillettes près de la voie aortique. Alors, le risque il est beaucoup plus important si le rebord antéro-postérieur, c'est-à-dire le rebord rétro-aortique, est absent avec une prothèse qui est surdimensionnée. Généralement, lorsqu'on n'a pas de rebord rétro-aortique satisfaisant, il faut éviter de surdimensionner la taille de la prothèse parce qu'il y a un risque, certes, qui n'est pas très important, mais il y a un risque réel d'érosion et de perforation cardiaque. Alors, le mécanisme exact de cette perforation, cette érosion, il n'est pas bien connu, mais généralement, c'est le tiraillement ou les frictions de la prothèse du côté de l'aorte ici qui vont être responsables de cette complication. Alors, on va la suspecter donc à long terme par quoi? Donc par des signes fonctionnels, surtout les douleurs thoraciques, des altérations hémodynamiques et surtout la présence en échographie, donc lors des contrôles d'un épanchement péricardique. Alors, le suivi chez les patients, généralement, ces patients sont considérés comme guéris. On va préconiser l'aspirine pendant une durée de 6 mois. Donc, ils vont certes nécessiter initialement un suivi clinique électrocardiographique, échographie transœsophagienne, donc à une semaine, un mois, 6 mois, un an. Ensuite, une fois tous les 2 ans une fois tous les ans pendant 2 ans. Ensuite, tous les 3 à 5 ans. Alors, bien sûr, donc, on va conseiller ces patients de consulter en urgence si y a apparition de symptômes menaçants, notamment de l'or thoracique, dyspnée ou vertige. Et bien sûr, donc après fermeture percutanée par prothèse, une prophylaxie endocardique infectieuse est préconisée pendant au moins 6 mois. Voilà.